Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. On va parler pendant 3/4 d'heure, 1 heure. On devait être 4, on est 3 finalement, et ça va être tout aussi bien. On va parler de l'esthétique punk. Ça peut paraître un mot un peu bizarre, le mot esthétique, c'est un mot compliqué. Le mot punk, a priori, c'est un mot plus simple. Et quand on met les deux ensemble, ça donne justement cette conférence. Juste en 3 mots pour introduire un peu le sujet. L'esthétique punk, moi j'ai beaucoup réfléchi avant de préparer ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? D'abord, il y a une évidence, c'est celle de la musique, forcément. Que vous connaissez toutes et tous a priori. C'est par exemple Didier Ramon qui va hurler 1, 2, 3, 4 avant des accords qu'on entend sur une guitare. Ça va être un chant globalement proche du cri. Bref, c'est la musique, le punk tel qu'on l'entend. Il y a aussi les symboles vestimentaires bien connus, les perfectos barbouillés au pochoir, les épingles de la nourrice, les crêtes. Là, on reste encore dans le symbole et le cliché. Ensuite, si on creuse un peu, il y a aussi les idées qui sont derrière cette esthétique. Le do-it-yourself notamment, avec les affiches, les flyers photocopiés et collés à la main, les fanzines distribués en indé, les pochettes d'albums dessinées ou photographiées comme dans la rue. Et dans l'esthétique punk, on va en parler, il y a également une certaine idée de la violence et de la provoque, avec parfois de l'humour. Il y a aussi des origines lointaines qu'on peut faire remonter, si on tire un fil très très loin, du pop art à Dada, jusque même à François Villon, et non pas François Fillon, hein, diront certaines personnes. Ouais, c'est Aurélien qui a dit François Fillon. Et il y a aussi tout le bouillonnement artistique qui s'est créé à partir du punk, dans la mode, le graphisme, la littérature, la vidéo. Bref, ça c'est des pistes pour lancer le débat. Pour en parler, vous voyez, on est donc 3. À ma droite, Solveig Serre, qui est directrice de recherche au CNRS, responsable du projet. On dit PIND ou PIND? Il y a des grands débats. Bon, moi je dis PIND. PIND, ça veut dire Punk is not dead. Et en gros, c'est une histoire de la scène punk en France entre 1976 et 2016. Chester, qui est graphiste, illustrateur, qui a fait des pochettes d'albums, des affiches, des BD, et qui fait surtout ça aussi. Et à ma gauche, Aurélien Masson, qui est directeur de la collection Equinox aux éditions Les Arènes, ancien directeur de la série noire de Gallimard. C'est suffisant comme présentation ? C'est parfait. Déjà, on va essayer. Je suis obligé de vous poser cette question pour commencer. Tiens, on va commencer avec toi, Chester, pour lancer ça. Si je te dis l'esthétique du punk, est-ce qu'elle n'est pas profondément ancrée d'abord dans des symboles et dans des clichés? Est-ce que c'est pas ça l'esthétique du punk? Alors oui, moi je pense et je véhicule ça à travers mes dessins, c'est-à-dire que les clichés, la crête, les clous, le perfecto, les vêtements tartans, les tissus tartans, toutes ces choses-là, tous les codes qui sont rock et punk, moi je les utilise dans mes dessins et c'est une partie importante de l'esthétisme du punk, je pense. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on continue un petit peu comme, par exemple, il y a une esthétique aussi du rockabilly, donc les bananes, les motifs un petit peu léopard, les Santiago. Je sais qu'à l'époque, quand j'étais un jeune punk, je me moquais de ces clichés en me disant j'espère qu'on ne deviendra jamais comme ça les punks. En fait, si, on devient comme ça. On n'a pas des bananes, des vêtements avec des motifs léopards, quoique, ça peut. Il y en a qui en ont. Ouais, il y en a qui en ont. Mais en tous les cas, on est, je pense, pour les jeunes générations, un peu des dinosaures. Et donc cet esthétisme, il reste un petit peu enclavé, ancré dans ces trucs un petit peu standards, clichés. Moi, je les utilise, je les mets en abîme aussi, je pense, dans mes dessins, et j'essaye de faire réfléchir là-dessus, de nous interroger. Alors bon, moi j'ai encore la chance d'avoir des cheveux, donc je continue à faire des crêtes. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont plus de cheveux à l'âge où je suis, et qui me disent, mais la crête, elle est dedans, le crâne. Et je sais très bien qu'une crête, c'est un style capillaire, et ça ne donne qu'un cliché, qu'une image du cliché. Donc après, c'est repérable. Au moins, moi, je sais qu'actuellement, si je me promène comme ça, il faut l'assumer, la crête. Mais en tous les cas, ce cliché, il génère aussi des réactions auprès de mes contemporains. Et je les vois au quotidien quand je me promène. Des réactions positives, négatives, des réactions de toute façon. Et puis, il marque aussi un ancrage dans une tribu rock. Et avec tout ce que ça véhicule, la violence, comme tu disais, parce que c'est un look qui est assez agressif. Et l'esthétisme du punk, il est aussi dans la provocation. Donc moi, c'est tout ça qui m'a impacté quand j'avais 14-15 ans à peu près. Et j'ai trouvé tout simplement cet esthétisme beau. J'ai eu envie de l'appliquer sur moi-même. Donc les piercings, les tatouages, ça peut aller là-dedans aussi. Et puis tout ce qui était avec le cliché et l'idée que je me faisais. Après, j'ai avancé dans le punk. Et puis j'avais aussi des idées politiques, des engagements. Parce que derrière tout ça, il y a quand même du sens. Et l'important, c'est de mettre du sens dans ce qu'on fait toujours jusqu'à la fin, j'espère. Et c'est marrant parce que là, je viens de réaliser un truc, c'est que si jamais on fait un classement esthétique de nous 4, du plus punk au moins punk, je pense que bon, toi, tu gagnes par KO de par la crête, le tartan, voilà, les piercings.
Ensuite, Aurélien, tu as les cheveux bleus. Non, mais il a les cheveux longs, mais il a les cheveux bleus, mais longs. Donc, bon, on va dire que. Allez, tu es sur la deuxième marche du podium, tu as plus de tatouages. Moi, j'ai juste une petite veste en jean avec des pins et des patchs. Donc, voilà. Et après, Solveig, qui, je pense, pourtant, est celle qui a la connaissance la plus encyclopédique du punk là-dessus. Tu es d'apparence, entre guillemets, la moins punk. Mais c'est juste que. En fait, ça m'amène une question, Solveig, c'est. Est-ce que aujourd'hui, parce que le punk c'est quelque chose qui a démarré à la fin des années 70, on peut réduire le punk à une esthétique? C'est une bonne question. Bonjour à tous d'abord. Moi, je dirais la première chose qui me vient, c'est que le punk, c'est avant tout une musique. Avant tout ce dont tu as parlé. C'est une révolte musicale en 76, même bien avant d'être politique, alors au sens de politique politicienne. En 76, c'est des petits jeunes. Et je pense que c'est à partir de ça qu'on peut définir vite fait ce qu'est le punk, même si c'est très compliqué. C'est des petits jeunes qui n'ont pas les moyens de jouer et qui vont jouer quand même. Et je pense que le punk, c'est à peu près ça, c'est on n'a pas les moyens de faire et on contourne pour faire quand même. Donc après, ça passe par la musique, après ça passe par le graphisme, ça passe par l'écriture, ça passe par plein de choses, mais avant tout, si tu enlèves la bande son, il n'y a plus de punk. Voilà. Ouais, donc c'est d'abord une esthétique musicale en fait. C'est d'abord une révolte musicale et ça rejoint ce que dit Chester. C'est contre la musique des années 70, donc les formats longs, très très bien composés, enfin les Pink Floyd, etc. Et on revient aux sources du rock'n'roll, d'où toute l'esthétique qui en découle. Et on en fait quelque chose d'un peu différent, mais voilà. Mais d'ailleurs, c'est vrai que même si on prend les punks anglais qui commençaient à répéter, que ce soit même les Clash, les Sex Pistols, qui reprenaient des standards des 50s pour répéter sous la houlette de Malcolm McLaren, notamment les Pistols, ça amène une question pour toi, Aurélien, c'est que, et ça, c'est une question qui peut être intéressante pour définir ce que c'est que l'esthétique punk. Est-ce que le punk, c'est une musique, il y a plusieurs réponses possibles, hein, qui vient des tripes ou qui vient du cerveau? Tu vois, est-ce que c'est un mouvement qui procède d'une intention intellectuelle où on se dit, bah voilà, on va aller contre le système, on va aller contre la musique déjà existante, ou c'est juste un cri en mode, bah voilà, j'ai besoin de gueuler. Voilà. Est-ce que c'est le situationniste de Malcolm McLaren qui se dit, on va faire une grosse blague, ou est-ce que c'est Johnny Rotten qui arrive et qui fait bah, dans le micro? Bah, ni l'un ni l'autre. Moi, je viens du punk. Enfin, je viens du punk. Le punk qui me touche, c'est le punk américain. Donc c'est justement avant 76, c'est plutôt 70, 75, enfin si on veut. C'est Richard Hell, c'est New York. Pour moi, le punk, c'est New York. Et tous ces mecs qui débarquent, effectivement, comme tu le disais, c'est une sorte de libération par rapport à la technique. C'est vrai qu'on était dans une époque musicale où tous les guitaristes faisaient des solos qui duraient 10 minutes, enfin c'était Yes et compagnie. Et arrive une sorte de sauvagerie, j'en ai rien à foutre de la technique. Et c'est pour ça que plus qu'une esthétique, moi c'est l'attitude punk qui m'intéresse, parce que je trouve que justement dès qu'il y a une esthétique qui commence à s'établir, c'est que c'est fini, quoi. C'est-à-dire que c'est mort. C'est assez drôle de regarder quand vous lisez le livre Please Kill Me, que je vous conseille tous, enfin vous devez l'avoir lu, mais qui est quand même un des plus grands livres du monde. Vous voyez Richard. C'est un livre en gros. C'est l'histoire orale du punk américain, du punk new-yorkais. C'est chez Alia et vous le trouvez à côté. C'est ce très bon libraire qui s'appelle Carrie Bessila. Et par exemple, Richard Hell parle de comment, tout d'un coup, quand le mouvement commence à exploser, justement en Angleterre, avec McLaren, Westwood, qui commence à faire des boutiques, à vendre des t-shirts. Richard Hell, il les faisait tout seul, ces t-shirts, en fait. Il se les coupait tout seul. C'était un acte individuel. C'est-à-dire que le punk, après, on va parler de plein de choses, mais le punk, par exemple, en France, c'est souvent quelque chose d'engagé. Pour moi, le punk, c'est totalement dégagé. C'est une sorte de doigt d'honneur. Et donc, une forme d'engagement, c'est-à-dire que je suis plus... C'est pas tout à fait vrai que c'est engagé, ça dépend des périodes. Mais exactement. Voilà. Mais surtout, tout est vrai et tout est faux. C'est-à-dire que je suis... C'est un peu le problème du mot punk. Ouais, c'est-à-dire que... En fait, il y a autant de définitions du punk qu'il y a de punk. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y avait la vague retour du punk là, en 86, avec les Bérus, il y avait deux écoles, quoi. Moi, alors, je kiffais les Bérus parce que je trouve que c'est la plus belle guitare qui existe dans le punk français, et la boîte à rythme. Mais au niveau de l'esthétique, là, pour en parler, j'étais quand même beaucoup plus proche des Ludwig, qui étaient complètement débiles. Et j'ai préféré écouter Louison Bobet qu'obligatoirement la jeunesse emmerde le Front National, même si je l'emmerde. Mais voilà, donc le punk, c'est quand même quelque chose de très très protéiforme. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'attitude, c'est-à-dire do it yourself, dont tu parlais. C'est-à-dire que ça me faisait toujours marrer quand tu lis les mémoires, par exemple, de Didier Ramone, que tu te dis, putain, 3 semaines avant d'intégrer les Ramones en tant que bassiste et compositeur,
Le mec, 3 semaines avant, il essayait de rentrer dans le groupe de Richard Hell en tant que batteur. Le mec, il s'en foutait. C'était l'instrument, c'est un détail. Et ça, c'est très. Et moi qui étais un gamin de. Moi, je suis né en 75, donc j'ai raté tout ça. Quand le grunge est arrivé, pour moi, c'est punk, le grunge. Ça, après, ce sera l'objet de la table Voilà. ronde qu'on fera tout à l'heure sur. L'esprit hyper dur, et maintenant je m'y connais moins parce que je suis un vieux schnock. Tu es vieux, on peut le Mais dire. voilà, mais je suis sûr que dans le rap d'aujourd'hui, c'est vraiment cet esprit de rien à Bah, foutre. tu vois, dans ce que tu dis, il y a un truc que moi je trouve frappant et qui fait partie de la définition de l'esthétique du punk, c'est la ville. Tu as dit direct le punk c'est New York. Quand tu parles de Didier Ramon, on pense aussi à New York. Même si on prend le punk français, c'est un punk qui s'est quand même pas mal développé dans les villes. Bon, il y a évidemment tous les groupes de Paris et de la banlieue parisienne, de Guilty Razors, Stinky Toys, Lucrat Milk, Les Rats, Les Cadavres, Wunderbar, Parabellum, Oberkampf, La Souris Déglinguée, Métal Urbain, Berruyer Noir. Il y a eu des villes comme Montpellier avec OTH et les Shérifs, Rouen avec les Dogs de Liebenstein, Bordeaux, Camera Silence entre autres, Orléans, Comintern Sect, Reich Orgasm, Lyon, Marie et les garçons, Star Shooter, je sais qu'il y a débat sur est-ce que Star Shooter est punk ou pas, mais ou N Brigade par exemple, Brest avec Al Capote. Bref, c'est à la base une esthétique qui est quand même très urbaine. Je me tourne vers toi, Chester, mais tout le monde peut parler. Est-ce que pour toi, même dans toi, ce que tu dessines, tu vois, c'est globalement une esthétique qui a lieu dans la ville, quoi. Est-ce que la ville, le monstre urbain, ça fait partie de l'ADN de l'esthétique punk? Oui, je pense, oui. Parce qu'en fait, la ville, ça foisonne, comme Paris, c'est une ville qui foisonne beaucoup, mais on peut s'ennuyer énormément. Et en fait, je pense que quand on est dans un milieu plus rural, moi je viens d'un milieu rural, et c'est plus bucolique déjà, c'est moins oppressant pour soi. Alors quand on se retrouve dans un milieu urbain, ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à intégrer des écoles au-delà du primaire, on va dire. Et ben en fait, là, il y a une espèce d'agression de la ville aussi et d'univers. Contextuellement, ça nous pousse en fait à essayer d'exister dans une foultitude de gens et donc de faire des choses et en plus forcément de se poser en opposition aux choses qu'on ne veut pas ou qu'on ne veut pas voir perpétuer, donc on propose d'autres trucs. Donc ouais, je pense que la ville est plus propice au mouvement punk que le milieu de la campagne. Même s'il y a beaucoup de punks maintenant qui vont faire des villages autogérés et qui en fait développent justement d'autres façons de vivre parce qu'en fait justement le milieu urbain n'est pas satisfaisant. Donc il faut recréer ailleurs quelque part. Mais par contre, c'est là que tout se passe et c'est là qu'en fait les inspirations aussi, les images, les envies de réagir, les messages qu'on a envie de faire passer, c'est là qu'on les fera mieux passer. Dans un champ tout seul à se promener avec des papillons qui volent, on a moins envie de crier révolution peut-être, je ne sais pas. Ici plus, parce qu'il y a tellement de choses qui nous heurtent au quotidien dans la ville qu'on est forcé de réagir, quoi. Puis quand on a un petit côté artistique, eh ben, on est à fleur de peau, donc on réagit. Moi je le fais en dessin, et je pense faire passer des messages à travers mes dessins. Mes dessins, je pense, ont du sens. J'essaye en tous les cas de le faire. Et je réfléchis à ce que je fais et aussi aux interprétations qui peuvent en être faites. C'est important pour moi parce qu'il y a des combats que je pense importants et je ne veux pas ni heurter les gens qui font ces combats et ni laisser penser que je ne suis pas en soutien de ces combats-là, quoi. Donc des trucs comme l'antifascisme, l'antiracisme, de toute façon ça c'est les bases, je dirais, l'antisexisme. Il y a énormément de causes qui valent le coup de se motiver, de se bouger pour faire avancer les choses, quoi. Alors justement sur les causes, sur les causes, pas les causes dans le sens c'est peut-être français, ouais, c'est peut-être français. Peut-être, ouais, ça on va en parler tout à l'heure, mais juste pour finir sur la ville. Peut-être les New-Yorkais prenaient plus de drogue aussi. Ouais, je pense. Ouais. Je suis plus conscient, je sais pas. Bah, c'est peut-être français aussi. Juste pour finir sur cette question de la ville, moi il y a une pochette d'album d'un groupe anglais qui s'appelle GBH, qui est City Baby Attacked by Rats, où on voit vraiment. C'est l'archétype de l'imaginaire urbain de la ville, quoi. On voit un landau avec abandonné, la ville elle est abandonnée, il y a un rat dans une poubelle. Et en fait, Solveig, on s'est parlé un petit peu avant la conférence et c'est un truc qu'on a abordé tous les deux, mais c'est un sujet que je trouve hyper intéressant. C'est qu'en fait aujourd'hui, cet imaginaire totalement urbain du punk, parce qu'on parle de l'esthétique, il migre un petit peu, quoi. Et on se retrouve avec des punks actuels qui sont presque qui sont plus dans une aspiration baba cool comme tu dis, tu vois, bucolique, de s'éloigner un peu de ce monstre urbain et d'être plus dans la campagne avec une harmonie avec la nature, quoi. Toi, Solveig, c'est un truc que tu vois? Oui, alors, je nuancerai, je suis là pour faire des nuances en fait. C'est pas parce que le punk a une esthétique urbaine au début qu'il n'y a pas de punk à la campagne. On avait organisé en 2017 une journée qu'on avait appelée Punk des villes, Punk des champs, qui avait bien fait apparaître qu'en réalité des punks, il y en avait dans l'ensemble du territoire, dans des petits villages tout perdus. C'était
les villageois les regardaient avec suspicion. On les repère parce qu'en fait, les punks des campagnes, souvent, ont des barbes ou des moustaches, souvent. Voilà, Alors que le punk urbain est glabre. Voilà, mais c'est vrai que, la ville reste le terrain d'imagination. Et là, on assiste avec une génération plus jeune, on va dire une 4e génération, à une espèce de retour à la terre, alors avec un projet politique, mais aussi des aspirations qui sont très différentes des punks d'origine, une conscience de l'écologie beaucoup plus forte que que les punks d'origine, et aussi des propositions pour l'avenir qui sont très éloignées du destroy et du no futur d'origine. Ils sont dans le yes futur. Complètement. Ils sont dans le yes futur. Ouais. Mais c'est ça aussi, le punk des origines, je pense aussi, avait un côté très nihiliste. Et le contexte urbain encourage ça, favorise ce côté nihiliste. Et donc, c'était des idées noires. Enfin, moi, j'ai beaucoup été dans le Giron des cadavres. C'était un groupe emblématique qui, justement, développait beaucoup cette imagerie-là. Et Vérole continue à développer ça. Mais du coup, puisqu'on parle d'imagerie noire, il y a aussi, c'est toi qui parlais des Ludwig tout à l'heure, Aurélien, il y a quand même un truc dans l'esthétique punk qui est... bon, après, on essaie de tout balayer en 1 heure, donc bon, évidemment, c'est un peu chaud. Mais c'est cette idée de l'humour qui peut être très présent, qui peut aussi être totalement absent quand on a affaire à, on va dire, des punks plus intégristes. Si on remonte par exemple même en 85, il y a une compil qui s'appelle Les héros du peuple sont immortels, où il y a plein de groupes Caméra Silence dont on parlait tout à l'heure, Les Rats, La Souris Déglinguée, Parabellum, Les Tugs et autres. Il y a Hot Pence aussi qui deviendra après Mano Negra. Juste le livret par exemple, c'est le livret de cette compil est à mourir de rire. Il n'y a que des blagues, des jeux de mots, des calembours. Juste pour vous donner un exemple, il y a de la face A et la face B. La face A elle s'appelle Fast Food et la face B elle s'appelle Fast Binder. Bon voilà, c'est le jeu de mots, on est en 85, mais du coup il y a quand même cette dans l'esthétique, et ça après on pourra en parler aussi avec l'idée même de collage et autres, il y a ce truc un peu d'humour quoi, le punk, est-ce que ça doit faire marrer un peu débile, c'est-à-dire que quand tu lis la première chronique là, de Philippe Manœuvre sur les Ramones, qui descend en flèche, hein, maintenant il les adore, mais il les descend en flèche, parce que il dit mais c'est pas sérieux, on dirait des Playmobil qui font comme les Monkeys version hardcore new-yorkaise, et c'est justement ça moi en tout cas qui m'a plu dans le punk, c'est vraiment l'idée d'être avec une bande de potes et d'être un peu... Des pirates, des gens qui détournent, qui prennent, qui triturent, le collage, découpage. Et qui rigolent. Même en son, pareil. Oui, et puis la provoque aussi à travers cet humour, ça. parce que tout le monde ne le reçoit pas plutôt bien. En fait. Et moi, quand j'étais gamin, je suis tombé très tôt le micro. Quand j'étais gamin, je suis tombé très tôt à 6 ans sur des collections infinies de mon oncle d'Harakiri. Et donc ensuite, quand je découvre les Berus, qui après me font découvrir le punk, tout ça pour moi c'est un grand gloubi-boulga, enfin, c'est un peu pareil. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus dans l'attitude que dans l'esthétique. Je pense que l'esthétique elle se régénère, elle se renouvelle à chaque fois. Et quand je voyais les mecs de Seattle avec leur chemise de bûcheron et leurs jeans déchirés et les docks, c'était une nouvelle variation d'une imagerie punk. Là on est plus dans une imagerie on va dire fin des années 70, mais c'est plus l'attitude. Et quand tu étais gamin, vraiment cette imagerie du punk, tu vois, est-ce qu'elle se régénère vraiment? Est-ce qu'en fait on n'est pas toujours des prisonnier mecs quand on a 20 piges aujourd'hui et que tu vois, quand on a 20 piges et qu'on se dit... regarde des Daft Punk, ils ont mis des casques par exemple, tu vois. Non, c'est pas des punks. Non, mais tu vois, est-ce que... non, ce qu'il faut, c'est ce que tu disais par rapport au Ludwig. C'est pour ça qu'à mon avis, ils continuent à plaire. C'est qu'ils ont beaucoup d'autodérision. Donc l'humour, c'est bien, mais l'autodérision, c'est mieux, je pense. Ouais. Et c'est un côté truc à l'anglaise, quoi, comme les Monty Python et autres. Et je trouve que ça, c'est pour ça que les Ludwig, en fait, ils ont perduré, qu'ils continuent encore à attirer du public et à plaire. Alors que les Berus se prenaient peut-être trop au sérieux à un moment. C'était comme a dit Larsonnès dans une BD que j'ai publiée dans un fanzine que je faisais qui s'appelle My Way. Il disait c'était de la bouillie pré-mâchée, du pré-pensé pour nous. Et puis on criait les poings levés comme ça. Et en fait, ça a mal vieilli pour le coup. Et puis en plus, Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Donc ça n'a pas marché. Donc il va falloir se réagir, les gars. Il va falloir un petit peu se renouveler maintenant. En tous les cas, il va falloir se politiser un petit peu plus. Parce que peut-être que les jeunes punks maintenant ont perdu le sens, l'esprit. Et donc ils sont plus dans à dire, alors peut-être dû aux drogues, hein,
parce que ça aussi, ça fait perdre les pédales, et puis en fait, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus à qui ça se vouer, et quoi faire de sa vie, quoi. Donc ça, il faut peut-être réagir là. Mais encore une fois, là on balance aussi un peu des généralités parce que on a une heure puis on parle du punk comme si c'était un monolithe alors qu'il y a plein de sous-genres du punk. Mais il y a quand même chaque genre en plus a ses codes. Si on prend par exemple l'Aoi, le street punk, il va y avoir des codes vestimentaires particuliers, il va y avoir des références musicales particulières qui sont pas forcément celles d'autres courants. Toi, est-ce que tu trouves, Solveig, que ouais, aujourd'hui, l'esthétique punk, c'est un truc quand on est punk dont on peut se libérer un peu, voilà, c'est tranquille, on s'inscrit comme on veut au sein du truc, ou alors on est forcé voilà, d'appliquer des codes, de se fringuer comme ça, tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne l'envisage pas comme ça. Alors, du point de vue de la recherche, moi, je pense qu'en réalité, contrairement à ce que croient souvent les gens, le punk, c'est quelque chose qui a touché de manière très large toute une frange de la société française, on va dire, née en 60. Et qui en a fait une matrice pour vivre, et qu'en réalité on peut sortir, enfin c'est un peu comme un tube de dentifrice, donc le dentifrice c'est le punk, et puis après on presse, et puis ça donne des choses diverses. Donc ça peut donner des gens qui sont restés, ça peut donner des gens qui font de la politique mais qui ont gardé cette matrice punk et qui du coup la font pas pareil, ça peut donner des gens à l'université qui en font aussi quelque chose de différent, mais en fait, moi, je l'envisage plutôt comme une matrice qui est porteuse, alors à différentes périodes, c'est pas les mêmes idéologies, mais qui est porteuse de choses différentes, quand même toujours en révolte contre quelque chose, et aussi avec cette idée de on n'a pas les moyens pour faire et on fait quand même. On trouve nos moyens de faire autrement contre un système quel qu'il soit en réalité, mais contre lequel qu'on supporte pas. Oui, parce qu'un problème du punk, c'est qu'il n'est pas lucratif. Et donc, en fait, ça dépend ça dépend pour qui. Bon, il y en a qui s'en sortent très bien, mais ils sont très très peu sur l'ensemble même de la France, du territoire français. Et donc, on fait avec pas grand-chose, mais on a envie que ça vive. Moi, j'ai envie que ce mouvement hyper dur, je le fais vivre à travers mes images. Et donc, effectivement, je véhicule des clichés. J'essaie, comme je disais, de les triturer, de faire réagir les gens, de les faire réfléchir. En tous les cas, quand on voit des dessins et des crêtes, c'est souvent. Il y a plein de gens qui me disent pourquoi tu dessines tout le temps ça, quoi. Et ouais, c'est souvent mes dessins parce que c'est le truc que j'aime bien faire. Bon, les coiffures de crêtes, j'aime bien en dessiner. C'est l'esthétique visuelle que moi je plaque dessus. Mais bon, c'est pas forcé d'être comme ça. Hein. Moi, j'ai plein d'amis qui sont, je pense, plus punk que moi et qui n'ont pas du tout de crêtes sur la tête. Hein. C'est pas un concours de beat. Hein. Non, la légitimité du punk, c'est pas un concours de crête non plus. Après, Aurélien, parce que là, je disais en intro que voilà, le punk, oui, ça a été un mouvement et il y a eu énormément de dérivés. C'est un bouillonnement où il y a plein de choses qui sont rentrées en collision avec la mode, la vidéo, notamment la littérature. En littérature, il y a des écrivains, il y a des éditeurs, dont toi, qui ont été influencés par le punk. Dans le champ littéraire, ce serait quoi l'esthétique punk? Une écriture punk? Est-ce que, tu vois, je pensais à ça péniblement parce que j'ai eu une nuit très agitée, donc je pensais à ça là en me levant à 14h. Ouais. Voilà. En fait, encore une fois, moi ce que j'aime bien dans le punk, c'est vraiment le côté grossier, mal élevé. On rentre là, on fait du bruit. Comme il y a ce reportage là dans l'INA, je sais pas quoi, au festival de Cannes. À un moment, il y a des punks qui débarquent, qui foutent leur bordel. Moi, je viens de Choron, quoi. Pour moi, Choron, c'est méga punk, c'est par-delà, quoi. Il n'a même pas la conscience qu'il est punk. Mais donc, pour l'écriture punk, moi je vous dirais Bukowski, quoi. C'est-à-dire Bukowski, et bon, il commence à écrire en 50, donc on n'est même pas dans. Mais c'est juste, pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est même pas l'idée. Quand Solveig parle, c'était l'idée aussi de on ne peut pas. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est pas même pas l'idée de on ne peut pas, c'est on ne sait pas. Je sais pas, mais je m'en fous. Et en fait, je me lance. C'est ma question, c'est plutôt est-ce que le punk, parce qu'il y a des champs évidents, on sait que dans la mode le punk a changé des choses, dans la vidéo, dans la photo, est-ce que c'est l'idée de se dire je peux écrire. Dans la littérature le punk a changé quelque chose? C'est l'idée de se dire je peux écrire, mais comme je pense qu'aujourd'hui des gamins qui lisent Virginie Despentes se disent c'est possible, alors qu'en fait c'est extrêmement travaillé. Hein. C'est comme le punk, par exemple les Ramones. Beaucoup des Ramones. Ouais, parce que pour moi c'est ma matrice, c'est la matrice dans la matrice. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mec savait pas jouer de la basse, il compose quand même tout un album, et essayez maintenant, enfin moi je joue un peu de la basse péniblement, et essayez de vous caler sur la basse de Didier Ramone, c'est impossible. Pareil avec le batteur Tommy qui va super vite, mais juste le mec il n'en a pas conscience. Et arriver comme ça à la technique, au savoir, en partant de rien, et sans ne voulant même pas l'atteindre, mais l'atteignant. Ils ont un peu pompé les Beach Boys quand même. Oui, à mort.
J'espère bien. et Jan Endin et tous les trucs de surf Ah music oui, aussi. oui, oui. Tu parlais tout à l'heure, Chester, d'antiracisme mais aussi d'antisexisme. Ça m'amène une question, Solveig, je ne sais pas si tu es en mesure d'y répondre, mais je la pose, parce qu'on essaie de définir ce que c'est que l'esthétique punk. Et voilà. Est-ce que c'est une esthétique qui est masculine ? Parce que oui, il y a eu des femmes punk, tu vois, il y a eu par exemple, il y a eu Polystyrene dans X-Respects, il y a eu les Slits, il y a eu Gaia Adverse dans les Adverse, Pauline Murray de Penetration, en France même, Lola Marilou de Wunderbar qui sera là tout à l'heure. Je parlais de Nbriga qui est un groupe lyonnais, moi je suis lyonnais, donc forcément on va placer Lyon sur la carte, il y a eu la chanteuse qui s'appelait Alexa. Mais l'esthétique globale, est-ce que c'est un truc qui est quand même... Moi, je faisais cette réflexion pour préparer cette table ronde assez masculine. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? En fait, Chester, il hésite, mais non, je dirais que le rock'n'roll est quand même quelque chose d'essentiellement masculin. C'est la société qui est patriarcale. Oui, voilà, mais Dis, parce que tu n'as pas parlé dans le micro. il suffit de voir la société est compilation. patriarcale, donc Au KO en France, il n'y a pas une nana. Il y a 100 noms, pas une nana. Après, les femmes, elles sont très visibles parce qu'il y en a peu et souvent elles sont bien plus, je sais plus, c'est une expression dans la presse, énervée et gueularde que les hommes finalement sur scène. Elles sont aussi plus visibles parce elles ont un look assez différent des hommes. Mais alors, il y a dans la scène un discours, surtout la scène la plus jeune aujourd'hui, un discours très antisexiste, très tout ça. Il faudrait le montrer en acte. Et nous, on sait typiquement dans les journées qu'on organise, on a beaucoup de mal à faire venir des femmes. Il y en a très peu. Alors quand elles sont là, elles sont très courageuses, très engagées. Mais ça reste un univers essentiellement masculin. Je parle du rock'n'roll, vraiment du milieu de la musique en fait. Alors sauf à l'époque des années 80, justement on parlait des Berruriers Noirs, pendant ce mouvement de jeunesse qu'il y a eu, là c'était bien partagé, il y avait beaucoup, c'était autant de filles que de garçons. On ne retrouve plus ça dans les concerts punk. Effectivement, quand on va dans un concert punk maintenant même, il y a beaucoup moins de filles même dans le public. Alors l'autre chose qui est vraie, c'est qu'il y a sûrement aussi beaucoup de femmes qui ont dû faire de la musique, mais elles n'ont jamais passé le stade de l'enregistrement. Ce qui fait que des groupes de punk féminins, il y en avait peut-être, mais on n'a pas de traces matérielles. Voilà. Ouais, et puis c'est vrai que s'il y a plus de filles sur scène, les filles dans le public viendront plus facilement, parce qu'elles se sentiront légitimes aussi peut-être, alors que là c'est que des mecs qui braillent. C'est peut-être moins attractif. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai une fille qui a 25 ans, elle va pas dans un concert punk et ça l'intéresse pas. Et après, ouais, il faut des filles qui aiment des mecs qui ont des looks chelous avec des cheveux qui se dressent sur la tête, quoi. Ouais, ou qui ont leur style. Parce qu'après, en fait, c'est toi qui parlais du grunge, mais tout le mouvement Riot Girls qui est né en gros dans l'État de Washington, aux États-Unis, dans le Nord-Est, ça a été dans le Nord-Ouest, pardon, ça a été aussi une forme de. C'est des gens qui se réclamaient du punk, c'était des filles qui prenaient le pouvoir. Même si on prend même la scène grunge, c'est quand même une scène dont les problématiques à l'intérieur du grunge étaient quand même vachement tournées vers ça, vers la question de viol, d'agression des meufs qui se déplaçaient dans les concerts. Et c'est un pan lyrical hyper important du grunge. L7, c'est un groupe. Aussi, même Nirvana qui dans les notes de pochette en parlait. Donc en fait c'est aussi un sujet dont des mouvements peuvent s'emparer. Comme tu dis, peut-être qu'aussi en 83, enfin de 83 89 en France, la société n'était pas aussi peut-être au tout cas sur ces sujets. En tout cas, c'est peut-être pas enfin, c'est le sentiment d'être en sécurité dans les lieux de concert, en fait, est peut-être pas si évident pour tout le monde. Donc c'est peut-être pour ça que ouais, ça se dépeuple aussi. Et puis l'offre qui est proposée sur scène, peut-être moins attractive. Et puis il y a des courants qui marchent plus que d'autres. Hein, à des moments, on est dans le creux de la vague. Je m'en fous, moi, je suis toujours sur le haut de la vague moi, dans ma discothèque, donc c'est bon. Même si j'écoute plein de trucs. Il y a des comportements encore ancrés. Par exemple, tu fais attention dans les groupes, quand il y a des femmes, elles sont souvent à la basse. Parce que la basse est réputée plus douce et plus facile à jouer. Et donc, la vraie révolution, c'est quand les hommes seront à la basse et les femmes à la guitare. Il y a plein de comportements comme ça. Mais comme tu dis, c'est plutôt, c'est pas forcément propre au punk. C'est aussi une société qui est comme ça. On a abordé, parce que encore une fois, on essaye de balayer les grands champs de ce que c'est que l'esthétique punk. On a abordé un tout petit peu le sujet de la provocation. J'aimerais qu'on revienne dessus. Si on remonte même au début du punk, enfin bon, il y a plein du punk anglais en tout cas. C'est Sid Vicious avec son t-shirt avec les trois gammés, exactement. Vivienne Westwood, Siouxsie aussi, Siouxsie, c'est dur à dire, qui en portait aussi. Bon, c'est l'exemple le plus probant. Mais derrière, il y a évidemment une volonté de choquer. Est-ce que c'est sûr que dans l'esthétique punk du début, ce que tu dis, il y a une volonté de choquer, je veux dire. Quand Sid Vicious le fait, c'est quand même un groupe extrêmement populaire avec des grandes caméras. Enfin, je veux dire, on les regarde. C'est un statement, mais ça vient aussi. Faut pas oublier que, par exemple, autre groupe très important chez moi, les Stooges, qui sont punk aussi, qui sont proto-punk, si on veut. Au premier mariage d'Iggy Pop, je crois qu'on est en 66 ou 7, ça dure 6 mois.
Ron Asheton, le guitariste, arrive, alors, il n'a pas un t-shirt, parce que c'est de la blague un t-shirt. Le mec il arrive en tenue, quoi. Il arrive en tenue SS, Intégrale, ouais. en intégrale, chez la famille d'Iggy Pop qui... Ouais, mais on parle de mecs qui sont complètement camés là en fait. Regarde Sid Vicious, Non, il y a non, un à petit l'époque, poids qui Mais tombe. après, à l'idée, c'est pas le but de faire un débat sur les trois camés dans le à l'époque, punk, il n'est mais- pas camé, Ron Asheton. Mais c'est C'est vraiment juste de pas dire ça. qu'en gros- C'est juste une sorte de... parce que là, je suis en train d'éditer un livre avec Lucas Fox, qui était le premier batteur de Motorhead et qui a aussi traîné dans cette scène... cette scène punk, c'est que pour le monde anglo-saxon, parce que il y a peu de groupes français ont porté des croix gammées, quoi. C'est-à-dire que ces mecs-là te racontent que quand ils étaient dans les années 60 et qu'ils commençaient soit à avoir des cheveux longs, des cheveux courts, enfin bon, dans les bars, il y avait toujours les vieux de la guerre qui étaient là, mais vous, bande de cons, vous n'avez pas connu ceci, vous n'avez pas connu le Blitzkrieg, vous n'avez pas connu Hitler, vous avez... Et donc c'était vraiment le pied de nez, là, c'est une pure provoque, mais qui sortait des... Non, bien sûr, mais sortait des tripes. cette provoque, Voilà. elle existait de toute façon. quelle que Après, elle soit est sa devenue forme. un peu Ah, mais justement, mécanique. ça c'est la question. Aujourd'hui, bon, on est en 2023, le punk il a plus ou moins les 45, on va même dire 50 ans. Aujourd'hui, le punk ça n'a plus rien de provoque. Ça fait partie de l'esthétique punk, la provocation. Est-ce que c'est pas je veux dire, un punk qui fait pas peur ou qui provoque rien, est-ce que c'est encore un punk? Je pense que c'est pas que les punks sont plus provocants, c'est qu'aujourd'hui on peut moins l'être aussi dans la société. La société, il y a beaucoup de choses qu'on peut plus dire. L'humour justement du début, je pense qu'aujourd'hui il passerait pas. Quand un groupe chante dans les années 80, salope je vais te baiser, salope je vais t'enculer, ben aujourd'hui ça passerait pas du tout. Et sûrement que c'est très bien. Mais ça questionne aussi en réalité, on a l'impression qu'ils sont moins provocants, mais je pense qu'ils peuvent moins l'être. Ça interroge aussi sur une société, en fait, ce qu'on a le droit de dire, Encore de une fois, pas dire. c'est contextuel, ouais. Et en fait, on n'est pas que des cons non plus. Donc on réfléchit, on anticipe des choses. Et quand tu sais les conséquences de tel ou tel acte, parce qu'en fait, il y a les médias qui communiquent sans cesse sur telle personne. Les dernières, tu conduis sous cocaïne en bagnole, tu tapes dans quelqu'un. Tu sais maintenant que ça va. Enfin, tu le savais avant, de toute façon, mais tu sais que ça craint. Donc on anticipe quand même, on n'est pas cons non plus. On sait qu'on peut tout faire. Moi, il y a un pote qui est dessinateur de bande dessinée au Festival BD d'Angoulême il y a quelques années, c'était avant le Covid. Il s'est, pour déconner, parce qu'on aime bien déconner là-dessus quand même, hein, nous, il s'est fait une croix gammée, là, comme s'était fait Charles Manson. Et il dédicaçait avec sa croix gammée comme ça. Il y a un mec, il a foutu un pain direct. Il est passé, il a vu la croix gammée, bam! Il lui a pété le nez. Donc il y avait du sang partout sur son badge. Et l'autre, il a dit, c'était pour déconner. Il a dit, non, mais moi, je déconne pas avec ça, tu vois. Et donc, on ne l'a pas embrouillé, ils ne se sont pas battus parce qu'il a compris le pain qu'il s'est pris, il avait été trop loin. Donc tu peux tout faire encore, mais après il faut assumer les conséquences. Et toute la soirée après, il avait son nez comme une patate avec du sang sur son badge. Et on en rigolait, il en rigolait lui-même. Il dit, je ne vais pas leur faire, c'était pas une bonne idée. Mais tu peux tout faire, si on les provoque, vas-y, hein, tu peux te promener en slip si tu veux. Après, assume les conséquences. Moi, il y a des conséquences, j'ai pas envie d'assumer, donc je fais gaffe. Donc peut-être je m'auto-censure, donc je suis peut-être plus punk comme on l'entend dans l'idée, quoi. Mais c'est pas grave. Mais du coup, au final, parce qu'il y a un truc sur lequel que vous avez tous les trois dit à votre manière, c'est qu'en fait, une des meilleures définitions de l'esthétique punk, c'est le do it yourself. C'est en fait ce truc de faire tout soi-même, alors que quel que soit le biais, que ce soit, comme tu disais, arriver pour faire ça et voilà. Ouais, et puis ce qui est en filigrane surtout, c'est qu'on est quand même dans une société comme 1984 de George Orwell, et que donc on peut de moins en moins faire de choses, et qu'on est de plus en plus, tout est verrouillé partout. Donc en fait, les provoques, elles passent de moins en moins bien, et il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne pourrait plus faire maintenant. Point. Alors ça, justement, c'est une question pour toi, Solveig. Entre 76 et 2016, parce que c'est ton champ d'étude du punk français, est-ce que tu as vu une évolution de la manière dont le punk s'est politisé ? Et si oui, comment tu la qualifies cette évolution ? Oui, je vois Voto qui rigole. Alors moi je dirais qu'il y a la première grande génération 76-78 qui est en réalité pas politisée comme ça va l'être après dans les années 80 avec Beru. C'est plutôt une dénonciation de l'ennui, du chômage, de la crise pétrolière, etc. Donc c'est pas politique au sens anarcho-punk, etc. La deuxième génération, à partir des années 80, elle est clairement engagée. Alors, c'est pas que la France, hein, c'est dans des contextes de montée des fronts nationaux de différents pays, etc. Là, il y a un discours politique qui se greffe. Et aujourd'hui, c'est un discours politique, mais d'une autre nature. Je pense que le politique, l'anarcho-punk est un peu pas en diminution, mais est davantage concurrencé par un discours plutôt écolo. Comment ?
décroissant. Oui, enfin maintenant on est passé à sauver les baleines dans la bouche des punks. Mais ça reste Ouais, un mais c'est propos. aussi l'idée de faire sécession. Et en fait, c'est un peu le. C'est bien de sauver les baleines. Hein, enfin. Oui. C'est le bout de la logique. Alors maintenant, c'est assez conventionnel l'écologie, mais la manière dont les punks la vivent, c'est quand même de l'écologie radicale très très forte en fait, et c'est des pionniers. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est de voir comment tu peux être dans la marge et être porteur. Je pense que ça va être le propos de la prochaine table ronde, mais de propositions qui finissent par monter dans la société, et que c'est aussi la force du punk d'arriver à diffuser, même s'il perd de son côté contre-culturel en faisant ça, en diffusant. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Chester? Est-ce qu'en devenant, en se politisant un peu, parce que de fait, tout est politique en fait. Le fait de dire ce que tu dis, même d'avoir une croix gammée pour se marrer ou de se faire péter le nez, ou de faire tu vois, un collage, de dessiner quelque chose avec, comme tu le dis, la volonté de, toi, de mener ton chemin en transmettant un petit peu, c'est déjà politique. Tu vois, en étant politique, est-ce que je dis pas que tu prêches du tout, mais quand tu es un punk et que tu t'es dans ton champ d'action, est-ce que tu perds un peu ton identité punk, ou au contraire, est-ce que voilà, c'est ça aussi? Non, j'essaie d'être moi-même dans mon contact avec les gens, que ça soit en fait des gens de groupe que parfois je vénère, ou que, enfin, vénère c'est un peu fort, hein, entre guillemets, mais en tout cas que j'apprécie et pour qui j'ai beaucoup de respect, ou quelqu'un qui vient me voir et qui, lui, je le vois, qui est dans le même état que moi je suis par rapport à l'autre, et je dis oh calme. Donc j'essaie d'être juste simple, humain, naturel, et en contact avec ce qui se passe autour de moi, et de répondre au mieux aux choses. Et après, je pense pas faire, à part à travers mes dessins, faire trop de prosélytisme. J'en ai pas fait auprès de mes enfants, par exemple. Il y en a aucun qui est punk. Et ça me semble mieux parce que c'est eux qui ont choisi. Et j'avais pas à leur imposer. J'ai des amis punk qui en fait imposent à leurs enfants t'écoutes ça, tu fais ça, là, tu dois t'habiller comme ça, ou te coiffer comme. Non, ça me semble vain. Chacun vit sa punkitude comme il l'entend. Moi, je prends pas la tête aux gens sur la façon dont leur crête est de travers ou autre, ou qu'ils en ont pas. Donc, l'esthétisme, on revient au début, chacun se construit. Moi, je me fais aussi mes t-shirts parfois. Donc, je me les graffite moi-même, c'est plus simple, ça coûte moins cher. Et puis, ça fait son effet aussi quand même. Mais ça, c'est l'autodérision aussi, ça fait partie du truc. Bien sûr. Je peux me faire un t-shirt à la con. Quand tu parles de politique, on peut dire que tout acte créatif est politique au sens de la vie dans la cité, en fait. Donc c'est pour ça que ça dépend ce qu'on met derrière politique. Et après, on approche de la fin. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Mais juste pour finir là-dessus, il y a un truc quand même qui est assez épineux. Quand on parle du punk, moi parfois j'ai l'impression que de manipuler un peu un truc de TNT. Là, je me dis oula, en fonction de la personne à qui je parle, il faut pas glisser, faut pas dire ça parce que ça va heurter telle identité, telle chapelle, telle définition. Parfois pas du tout, hein, tu vois. Mais il y a en fait, finalement, le punk, c'est aussi un truc qui échappe. Et ça, c'est la passerelle vers la table ronde de tout à l'heure, à toute définition, en fait, parce que est-ce qu'on peut, enfin, tu vois, finalement, est-ce que tu dis, toi, Chester, tu dis, moi, j'essaie de vivre ma vie, quoi. Ouais. J'essaie d'être moi-même. Mais dans les années 80, on pouvait assister au concert des Berus. Juste avant, il y a les endimanchés. Les endimanchés, qu'est-ce que ça a de punk, quoi? Ben si, quelque part, il y avait un côté, là, justement. Et quand on va à la ferme du Bonheur, pour aller un peu passer du bon temps près de Nanterre, là-bas, ben, on retrouve cet esprit des endimanchés, le côté punk, côté autogestion, autonomie, DIY, tout est là-dedans, quoi. Et par contre, ils ont des bérets, ils sont pas du tout avec des crêtes. Mais bon, pour moi, l'esthétisme, ouais, on en fait ce qu'on veut. Le punk, c'est un fourre-tout. C'est du gloubi-boulga, c'est ça. On fait ce qu'on veut. Mais après, il y a quand même quelques paramètres à prendre en compte. Mais quand même, c'est un gros biboulga. C'est plus une attitude et un état d'esprit qu'une esthétique. Enfin, ou alors c'est une esthétique quand on parle du punk dans un champ daté, historique défini, quoi. Ouais. Bon, je sais pas, c'est une forme de conclusion, quoi, tu vois. Mais, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui veulent chanter, parler, dire quelque chose Eh bien, merci. Merci d'être resté. Bah ouais, merci. Bah voilà. Ouais, Je pense que c'est la fin. j'espère que ça vous a plu, que vous êtes pas Sur ces ennuyés. belles paroles, c'est la fin. Merci beaucoup. Merci d'être à restés. vous. Si, viens. La BD de Chester. Je crois même qu'il fait des dédicaces, hein, il me semble. Ah, aussi, ouais, Avec son front. Mais lui donnait pas de coup sur le nez. je fais des croix gammées en dédicace. Attends, bah tiens, prends. Allô Bibi sur le coup. Bonjour. Bibi. Bonjour Tu Bibi. m'entends toujours? Ouais, c'est bon. Alors, ouais, on parlait de It To Yourself tout à l'heure, peut-être, je sais plus. Depuis que la colle à rustine est plus en vente libre, comment on fait maintenant pour fabriquer sa propre colle? Ah ben il y a la néoprène, ça marche aussi. La néoprène, ça peut marcher.
Mais non, la coloristine, c'est vrai que c'était. On l'a effleuré ce sujet, mais c'est vrai que dans l'esthétique punk aussi, les drogues sont. Ah bah oui, il y a une l'alcool, esthétique de la c'est beaucoup défense, présent, bien sûr. Ouais. Et donc, ouais, il faudrait des petits chimistes pour Je savoir crois comment. il me semble qu'il y a un stand de collarustine là-bas, donc avec toutes les la variétés. Dissoplaste. Dont certaines qui datent de l'époque. Donc attention, soyez. Non mais c'est vrai, ça amène une question. Et même la drogue, ça fait partie de l'esthétique punk. De la plus ceux qui l'embrassent à fond, comme Johnny Saunders. Disons que moi, Et après, t'as aussi, après on va dériver. Mais si on prend le straight edge par exemple, pour le coup, c'est une définition. Opposé, rien du tout, quoi. Ouais. Non, mais en fait, moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est que, en fait, par exemple, on parlait des groupes avant le punk, là, tous les groupes qui font Yes, par exemple, Yes. T'as acheté un album de Yes, t'avais 4 morceaux dessus. Les morceaux faisaient 15 minutes, quoi. C'est la durée Voilà, du trip d'acide, Dissolveig. Des solos qui n'en finissent pas, qui se distordent et tout. Et donc, en fait, les punks, eux, ils prenaient plutôt du speed. Et donc ça évite. Donc, et je pense que les drogues que les mecs prennent influent sur leur création. Et l'esthétique punk est certainement liée aussi à ces drogues qui sont un petit peu plus chimiques, peut-être, parfois. Même si Johnny Rotten a beaucoup fumé de weed, je pense. Surtout après, en plus, quand il est parti avec Peel. Et... Jamaïque. Ouais, il y a des liens. Ouais. Bon, en général, les punks aiment bien lâcher prise et perdre conscience, ou en tous les cas se mettre dans un état altéré de leur conscience pour en fait peut-être explorer d'autres univers. Parce que celui-ci n'est pas satisfaisant autour, quoi. Donc foncez au Ça stand peut être une bonne conclusion. Collarustine. Il y a d'autres questions ou pas? Eh ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure.